Rejoignez-nous, prenez vos seaux, vos pelles et vos râteaux. C'est bac à sable pour tout le monde aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Alors à première vue, vous vous dites, qu'est-ce qui se passe ici? On est sur un terrain vague, un terrain un peu lunaire, il y a des trous, des montagnes. Eh bien justement, c'est le pouvoir de l'archéologie que de faire parler la terre, de faire parler le sol, puisque nous sommes bien sur un chantier de fouilles archéologiques. Nous sommes à la Chevrolière, au milieu de la ZAC de la Tournebride. Bientôt, il y aura des entreprises ici, mais pour le moment, ce sont les archéologues qui travaillent et ils vont nous expliquer justement ce qu'ils ont trouvé. Je suis à présent avec Edith Petroman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable du chantier de la Chevrolière. Alors évidemment, on a besoin de vous pour comprendre ce qu'il y a autour de nous parce que ça ne nous parle pas trop pour le moment, c'est juste un terrain. Qu'est-ce que vous avez pu découvrir ici ? Donc à l'issue de ce qu'on appelle le décapage, on a mis au jour des tâches que personne ne comprend. Et en fait, ces tâches correspondent à l'emplacement de constructions en bois. On appelle ça, dans notre jargon d'archéologue, des trous de poteaux. D'accord. Et donc derrière vous, vous voyez par exemple tous ces trous, il y avait des poteaux qui correspondent à des emplacements de bâtiments. Et on a reconstruit toujours au même endroit, donc il y en a plein, une forêt de trous de poteaux. D'accord. Donc en fait, au-delà de faire parler le sol, vous faites parler des couleurs aussi. Vous regardez les couleurs du sol et ça indique une présence ou pas, une construction la différence de couleur, parce que en fait, du moment qu'on fait un trou dans la terre, forcément, même si on le rebouche immédiatement, il y aura quand même toujours une différence. La terre, ce sera aérée, il y aura une oxydation, il y aura une texture différente. Donc on travaille aussi bien avec les couleurs qu'avec la texture. Alors, est-ce que c'est important ce que vous avez réussi à découvrir ici? Alors forcément, un archéologue vous dira que tout ce qu'il trouve est forcément extrêmement important. Donc ce qu'on a trouvé, en fait, se situe au niveau du temps, 1000 ans avant Jésus-Christ, l'âge du bronze final, jusqu'à 1000 ans après Jésus-Christ. Et donc c'est important. Donc c'est important parce qu'on a des monuments funéraires qui datent de l'âge du bronze. Et ensuite, on a une petite occupation antique, les Gallo-Romains, qui avaient certainement un établissement à l'écart de là où on est, mais pas très loin. Et puis après, une occupation du début du Moyen-Âge, à partir de 500 jusqu'à l'an 1000. Alors comment est-ce que vous faites, pour une fois que vous faites votre trou, pour dire ça date de l'âge du bronze, ça date du Moyen-Âge? Je crois que là on a des petits indices justement. Alors, on peut avoir, c'est essentiellement le mobilier céramique qui va nous donner des indications. Alors on fouille dans les sacs. Voilà, alors c'est pas forcément très spectaculaire, parce que là on est vraiment sur le terrain, on n'est pas du tout en phase étude. Et donc par exemple là vous voyez la base d'une céramique, donc on voit bien le pot. Quand on la retourne, on voit ici des stries, donc nous on sait que ça a été tourné. Alors, je vais peut-être vous tenir le micro, ce sera plus commode, allez-y. Donc on sait que ça a été tourné, donc on sait que c'est après l'âge du bronze, donc forcément, et puis parce qu'on en connaît d'autres, par comparaison, on peut dire, là on est au début du Moyen-Âge. D'accord. Donc ça permet, mais après on aura tout le travail de laboratoire où on va pouvoir dire, ça c'est plutôt du Moyen-Âge, ça c'est de l'âge du bronze, ça c'est romain. Donc c'est tout le travail qui vient après la phase terrain. Alors justement, c'était une question que j'avais aussi. Ce que vous trouvez ici, vous en faites quoi après? Est-ce que ça arrive dans des musées? Est-ce que nous, on pourra aller voir? D'abord, il faut faire la vaisselle. C'est-à-dire qu'on va tout laver, on va tout dessiner, on va recoller pour essayer d'avoir au maximum l'objet entier, comme quand on coince la vaisselle. Et puis après, c'est inventorié et ça va dans des dépôts d'État. Et après, si des musées sont intéressés, ils peuvent faire une demande. Mais tout est versé dans des dépôts d'État. Parce que votre rôle aussi, c'est de refaire un peu de la 3D, on pourrait dire. Là, pour l'instant, vous trouvez des morceaux. Voilà, le terrain est plan aussi. Mais vous refaites après de la cartographie. Alors, de toute façon, tout est enregistré parce qu'on va tout détruire. Et puis après, il va y avoir d'autres constructions. Donc, on cartographie tout. 3D, pas forcément au sens premier du terme, mais on essaye effectivement au maximum de restituer. Et puis de voir comment les constructions ont été détruites, sont reconstruites, etc. Pareil pour la céramique. Et on va utiliser également la même chose pour le paysage. C'est-à-dire que vous voyez tous les seaux blancs que vous pouvez voir ici, ça correspond à du sédiment qu'on prélève
pour essayer de trouver des graines qui vont nous dire que, par exemple, à côté, on a une forêt, là, on avait des champs qui étaient cultivés, quel type de céréales on utilisait. Du coup, alors, on pourrait se dire, enfin, dans l'imaginaire, on se dit, voilà, il y a un chantier de fouilles archéologiques, on voudrait pouvoir le garder à vue, on voudrait pouvoir le voir. On imagine que dans chaque chantier de fouilles, il va y avoir un petit Pompéi, mais c'est pas tout à fait le cas. La vocation des chantiers de fouilles, c'est pas de créer des sites in situ. C'est extrêmement rare. Comme je vous disais, on peut par exemple, sous le Louvre, il y a un petit fragment de l'enceinte de Philippe Auguste, mais c'est rarissime. En général, de toute façon, nous-mêmes, quand on fouille, on détruit. Donc après, on ne va pas bloquer un aménagement de territoire. Au contraire, c'est fait pour se développer. Ça participe à l'histoire du territoire dans lequel même nous, on a apporté notre pierre. Donc ça va disparaître. Mais c'est pour ça qu'il est important de tout photographier, dessiner, relever, cartographier. Pour garder des traces, pour garder la mémoire du lieu. Exactement. Nous avons pris un peu de hauteur pour observer le fameux cercle funéraire. Alors on le voit bien. Alors vous pouvez nous expliquer à quoi ça servait exactement ? Donc vous avez devant vous un fossé de forme circulaire qui délimite un espace central. Et cet espace central devait normalement recevoir un corps qui était soit inhumé, soit incinéré. Et par-dessus, il pouvait y avoir possiblement un tertre. Et à l'extérieur du fossé, pareil, il pouvait y avoir un talus qui correspond tout simplement à la terre qui a été extraite pour faire le fossé. Et donc ça, vous avez commencé à fouiller, puis au fur et à mesure, vous vous êtes rendu compte que ça avait la forme d'un cercle, c'est ça ? En fait, le cercle, on le voit dès le décapage, on voit cette forme. Donc après, nous, on fouille pour comprendre justement s'il y a un tertre ou s'il n'y en a pas, s'il y a un talus, s'il n'y en a pas. Puis bien évidemment, on espérait pouvoir trouver les restes humains. Malheureusement ici, le terrain est beaucoup trop acide pour qu'on puisse faire ce type de découverte. Donc on dit funéraire par comparaison, mais là on ne peut pas vraiment le dire. Il faut savoir simplement que sur le site, on en a au moins 6. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous êtes une petite dizaine de personnes à travailler là pendant 4 mois sur ce chantier de fouilles, mais vous êtes entouré aussi d'experts pour des petites choses très très précises, comme c'est le cas sur ce cercle funéraire, avec un géomorphologue, c'est ça ? Tout à fait. Donc c'est Rémi Arthuis, donc géomorphologue, qui a étudié le comblement du fossé pour savoir exactement si on pouvait déterminer la présence d'un tertre, la présence d'un talus externe, savoir si le fossé était resté ou non ouvert. Donc tous ces détails pour nous permettre d'être au plus précis par rapport à la construction et au fonctionnement de ce monument funéraire. Alors, encore une fois, ça ne va pas vous faire un crève-cœur que de devoir le recombler, ce cercle funéraire. Vous ne dites pas, oh, c'est dommage de ne pas le garder pour le montrer aux gens. Honnêtement, non. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas très grave. On en a d'autres, puisque, comme je vous l'ai dit, on en a au moins 6. Et peut-être qu'en redécapant donc, cette partie centrale, puisqu'on n'a pas tout à fait fini notre chantier, on va en retrouver d'autres. Donc, peut-être. Voilà. On l'espère. Un peu. Pourquoi pas. Merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces explications. Je suis avec Johan Beaublin, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de la Chevrolière, aussi président de la communauté de communes de Grandlieu. Alors première question, ce sont des fouilles préventives évidemment, et donc qui arrivent en prévention d'un aménagement. Quel est le projet d'aménagement ici sur ce secteur ? Donc nous sommes sur le parc d'activité de Tournebris de la Chevrolière. C'est un parc qui fait 65 hectares à ce jour et qui va s'agrandir sur environ 30-31 hectares. La zone où on se trouve. Exactement. Donc vous savez déjà que vous allez accueillir des entreprises ? Tout à fait. C'est prévu ? Oui. Voilà. Donc c'est quelque chose de normal d'avoir ce genre de fouilles ? Ça vous arrive fréquemment ? Alors fréquemment non, mais ça arrive selon les sites. Nous avons par exemple effectivement le parc d'activité de Tournebris où nous sommes aujourd'hui, mais c'est le cas aussi sur le parc de la Bayonne à Montbert où nous allons avoir des fouilles archéologiques. En fait, il y a des secteurs qui sont plus ou moins identifiés ayant un potentiel archéologique. Et est-ce que c'est un problème quand on est aménageur, disons-le franchement, ça retarde un petit peu les travaux, les projets d'aménagement ? Écoutez, on est toujours curieux de savoir l'histoire archéologique d'un site. Pour autant, c'est vrai que lorsqu'on engage l'aménagement d'un parc, ce sont plusieurs millions d'euros
qui sont engagés par la communauté de communes pour permettre l'implantation d'entreprises. Et même si nous avons notre curiosité, pour autant, on souhaite que voilà, ça ne mette pas en cause la pérennité du parc. Donc vous espérez qu'on ne va rien découvrir de trop important qui freinerait définitivement le projet, c'est ça? Ou alors ça permettrait de développer la compétence tourisme sur le parc, mais c'était quand même pas la finalité du parc. Je suis avec Hélène Jousse, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice adjointe de l'INRAP Pays de la Loire. Alors INRAP, on redit ce que ça veut dire, c'est l'Institut National de Recherche archéologique préventive. Voilà, je vais mettre de votre veste où c'est inscrit. On va repréciser un petit peu les choses avec vous, le cadre de ces fameuses fouilles archéologiques sur lesquelles nous nous trouvons. D'abord, avant de faire les fouilles, il a fallu faire un diagnostic en raison de l'ampleur du chantier en fait. C'est ça. Donc en fait, la communauté de communes de la Chevrolière a mis en place un projet d'aménagement d'une ZAC sur 30 hectares. Et de fait de la surface importante de ce projet, donc un diagnostic a été prescrit par la DRAC des Pays de la Loire, sur lequel nous sommes intervenus pour faire un diagnostic. Donc l'objectif du diagnostic, c'est de vérifier si ce terrain comporte des vestiges et leur état de conservation, s'il compose un site bien structuré, etc. Oui, c'est pas l'aménageur qui se doute qu'il doit y avoir quelque chose par ici. Il faut que vous l'observiez d'abord, s'il y a quelque chose à creuser, on pourrait dire. Tout à fait. Il faut qu'on vérifie. Parfois, on n'a vraiment aucune idée de la présence ou non de vestiges. Parfois, on a des indices, puisqu'on a des vestiges archéologiques connus, soit sur les parcelles environnantes, soit parfois même sur le site en question, par photo aérienne, où on voit apparaître des structures. Mais ce n'était pas le cas ici, sur les 30 hectares donc, de cet aménagement. Et à l'issue de ce diagnostic, donc, il est apparu qu'il y avait des choses à faire et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des fouilles sur cette parcelle qui n'est pas l'entièreté du projet. C'est ça, donc un site a été repéré, il est circonscrit sur 5 hectares. Et donc là encore, la DRAC, donc l'État, a prescrit une fouille archéologique sur les vestiges datant de l'âge du bronze et du Moyen-Âge. Sur 4 mois. Vous avez 4 mois pour fouiller ces 5 hectares. Voilà, donc nous on a estimé le temps nécessaire à 4 mois, une équipe de 10 archéologues pour venir exploiter l'ensemble des vestiges reconnus sur le site. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de chantiers de fouilles comme celui-ci en Pays de la Loire? Est-ce que c'est quelque chose d'assez fréquent? Alors c'est fréquent, hein, c'est notre activité principale. Donc pour exemple, en 2017, on a mis en place 18 fouilles à l'échelle de la région, dont 7 fouilles en Loire-Atlantique. En fonction, en fait, ces fouilles répondent aux contraintes de l'aménagement du territoire. Donc ici, c'est une ZAC, mais ça peut être sur une portion routière, sur une carrière ou tout type d'aménagement, même chez des particuliers. Si vous avez bien compris, depuis ce site, 3000 ans d'histoire nous contemple. Ça fait qu'on n'est quand même pas grand-chose et ça fait un sacré rendez-vous avec l'histoire. Excellente soirée sur Télé Nantes et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et le soleil se couche sur le chantier de fouilles de la Chevrolière et ce n'est pas une contrepétrie.